Un très grand bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle session consacrée au décryptage de la note d'information dédiée donc au portefeuille conseiller qui sont disponibles dans le contrat EasyV en gestion libre. Donc décryptage que l'on fait aujourd'hui avec justement donc Nicolas Musberger, toujours au rendez-vous donc de cette session. Nicolas qui est le pilote des portefeuilles conseillers qui vous sont proposés. Un grand bonjour à toi, Nicolas. Bonjour Imen. Alors, Nicolas, on va envisager aujourd'hui, comme d'habitude, votre vision sur la toile de fond macroéconomique et financière, les messages clés que vous avez à délivrer. Puis, nous verrons les convictions financières qui en découlent, les ajustements que vous avez éventuellement peut-être opérés dans les portefeuilles conseillés en conséquence. Puis, nous envisagerons les unités de compte utilisées et quelques éléments de performance de ces portefeuilles conseillés depuis le début de l'année. Enfin, nous terminerons avec une vision de votre scénario central et des indicateurs phares à surveiller pour les semaines à venir. Alors Nicolas, je te laisse la parole. Oui Imen. Il y a 4 messages clés qu'il faut retenir pour les éléments qui nous ont permis de bâtir et de modifier, d'amender les portefeuilles ce mois-ci. Le premier message clé, comme d'habitude, on va commencer avec une trame qui touche l'économie, la macroéconomie en général. On est sur une croissance qui est durablement faible, mais il n'y a pas de situation catastrophique selon nous. En Europe, on est sur une croissance faible. Si on traverse l'océan Atlantique, on est aux États-Unis sur une légère récession. Récession, oui, mais légère. Donc l'un dans l'autre, on est sur quelque chose qui est plutôt désagréable, mais qui n'est pas complètement catastrophique. Le deuxième message clé, celui-là, il nous occupe depuis un certain temps, il va nous occuper pour encore un certain temps, c'est le sujet de l'inflation. Sur l'inflation, on est, selon nous, sur un pic d'inflation qui serait déjà passé, mais on reste sur une inflation qui reste quand même très, très élevée. Quand on parle d'inflation et notamment d'inflation qui est très élevée, ça nous amène au troisième message clé. Le troisième message clé pour lutter contre l'inflation, c'est les banques centrales. Les banques centrales, on a quelques banques centrales qui évoluent de manière un peu divergente. La première, la plus importante sur la planète, c'est la Fed. La Fed a décidé de faire une pause. Elle n'a pas décidé de pivoter, hein. Ça veut dire qu'elle ne prévoit pas pour l'instant de baisser ses taux. Elle a décidé de faire une pause. C'est-à-dire que ce mois-ci, la Banque centrale américaine vient de tenir sa réunion il y a quelques jours. Elle a décidé de ne rien faire, ni de baisser, ni de monter. C'est une pause en attendant probablement de continuer à remonter les taux dans la prochaine ou les 2 prochaines réunions de banque centrale aux États-Unis. À côté de ça, on a la BCE qui gère la politique monétaire de la zone euro. Là, on est toujours sur une banque centrale qui est toujours assez agressive, qui continue de monter ses taux. Elle évolue de manière un peu divergente avec la politique monétaire américaine, tout simplement parce qu'elle était partie un peu en retard dans sa lutte contre l'inflation. C'est ce qui explique ce différentiel temporel entre les 2 banques centrales. On a d'autres banques centrales qui ont été un peu surprenantes, qui ont remonté leur taux il y a quelques jours, notamment le Canada, l'Australie. Donc on voit que les banquiers centraux sont toujours à la manœuvre et c'est quelque chose qui est très impactant pour le marché. Le quatrième et dernier message clé issu de notre comité d'investissement, c'est toujours le contexte géopolitique qui n'a pas beaucoup changé. On est toujours sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. On voit qu'il y a un risque d'escalade. On est même au-delà d'un risque, hein, puisqu'on voit bien l'escalade arriver. On a une Russie qui est toujours assez offensive, mais on voit que l'Ukraine, qui a récupéré un peu plus de logistique et de moyens militaires, a entamé sa réponse à ce conflit. Et donc, on est sur quelque chose qui continue et qui risque de durer encore un peu. À côté de ça, il y a toujours les discussions assez tendues entre les États-Unis et la Chine. C'est pas nouveau, que ce soit sur des sujets un peu historiques, mais sur des sujets un peu plus récents comme le devenir de Taïwan, sur lequel la Chine voudrait faire main basse et qui est un endroit stratégique pour l'ingénierie et la manufacture de tout ce qui est semi-conducteur autour de la planète. Voilà les 4 principaux messages clés qu'il faut retenir ce mois-ci. D'un point de vue maintenant construction de portefeuille, d'un point de vue allocation, on reste toujours un peu prudent sur le marché des actions, hein. Les marchés d'actions ont quand même font un début d'année
assez étonnant d'un point de vue performance, positivement étonnant. Pour nous, il y a quelques éléments de complaisance de ci, de là. C'est ce qui fait qu'on continue d'être un peu prudent et qu'on reste défensif sur le marché des actions. Ça veut dire tout simplement qu'on n'en met pas, on n'en met pas autant que ce qu'un benchmark en mettrait, par exemple, même si nous avons une approche non benchmarkée. Donc, on a toujours cette prudence sur le marché des actions, également sur le marché des obligations souveraines puisqu'on est toujours sur des remontées de taux. Ça devrait impacter les taux courts, mais aussi les taux longs, et donc ponctuellement faire baisser le prix des obligations. Toujours au sein du marché obligataire, du point de vue du crédit, on devient un peu plus sélectif, que ce soit sur le crédit investment grade, donc le crédit bien noté, mais également le crédit high yield, le plus spéculatif. Donc c'est un segment sur lequel on était redevenu positif il y a quelques mois. Là, on commence à prendre quelques profits et à apporter un peu plus de sélectivité. Voilà les principaux messages. Après, si on fait un focus sur les actions qui sont comme un gros moteur dans nos portefeuilles, je disais qu'on reste toujours assez prudent. Et quand on regarde nos allocations, cette prudence, on la décline notamment aussi dans la sélection géographique. Quand on fait de l'allocation géographique dans les portefeuilles, eh bien, on continue d'avoir cette sélectivité. Et ce mois-ci, on a apporté quelques modifications dans le portefeuille. D'abord, on n'a pas changé le poids au global des actions dans les portefeuilles, mais d'un point de vue géographique, on a baissé un petit peu la zone euro, on a remonté le Japon, et on a donc fait les arbitrages en face de ça à travers les UC qui sont proposés. Je vais en parler un mot tout à l'heure d'un point de vue de l'allocation sur le crédit. On a pris quelques profits et grosso modo, on a divisé de moitié, on a diminué de moitié nos expositions sur le crédit investment grade et sur le high yield. Ça, c'est les principaux mouvements du mois. Naturellement, il y a un peu plus de ventes que d'achats, donc on a un peu plus de cash qui est fourni dans le portefeuille. Ce cash, on va l'investir sur des fonds monétaires. Sur la partie UC, donc au-delà de l'allocation géographique, comment on construit les portefeuilles qui sont proposés à nos clients. Eh bien, dans la partie des actions de la zone euro, dont je disais qu'on la baisse un petit peu, on va baisser un petit peu notre pondération sur le fonds LBPAM ISR Action Euro. Les actions japonaises que l'on renforce, on a deux véhicules pour construire notre position sur les actions japonaises, le fonds Comgest Gross Japan et le fonds LBPAM ISR Action Japon. C'est sur ce fonds LBPAM qu'on va renforcer notre position. Les actions américaines, on ne change pas le poids d'un point de vue allocation, mais par contre, d'un point de vue construction du portefeuille, on a fait un léger arbitrage entre les deux positions que nous avons en portefeuille. On a diminué notre poids sur le fonds Alliance Bernstein Sustainable US Thematics et on a mis le produit de cette vente sur le fonds Franklin US Opportunities. Sur le crédit, tout simplement notre position qui est construite sur le fonds Ostrom Acerrae Oblique Crédit est diminuée de moitié, et sur le fonds et sur le high yield, on effectue le même mouvement. Ce fonds Alliance Euro High Yield qui constitue notre position sur le high yield est là aussi divisé par deux. J'en touchais un mot tout à l'heure. Notre pondération sur le cash augmente et on la place sur un des deux fonds monétaires qui est déjà en position. Alors, on le dit à chaque fois, mais c'est important éventuellement de le rappeler, l'ensemble des unités de compte se caractérisent par une dimension extra-financière très prononcée, qui justement donc, se manifeste à la fois par le label ISR d'État, mais également par éventuellement les Globe Morningstar, qui sont également une empreinte justement donc, de la dimension durable donnée par le fournisseur de données, donc Morningstar, qui est en fait une référence dans le domaine de la gestion d'actifs, et également la classification donc, européenne, classification donc, dite SFDR, qui nous indique que ce sont notamment des articles 8 qui, du coup, intègrent de manière systématique dans leur processus de gestion des éléments justement donc, liés à l'ESG, donc à l'environnement, éventuellement au social et à la gouvernance. Donc c'est quelque chose qui est très important à la fois dans la sélection des unités de compte dans l'univers d'investissement justement donc, de la gestion libre, mais surtout dans ton allocation d'actifs, Nicolas. Absolument, Imen. Comme tu l'as dit, il y a une gestion financière. On va construire notre allocation. En matière de gestion extra-financière, on va aller sélectionner dans notre univers des UC qui ont un fort appétit sur l'ISR. Et tu l'as dit, il y a plusieurs marqueurs de cet ISR, que ce soit le label ISR de droit français, que ce soit les Globe Morningstar ou la classification SFDR. Là aussi, pour aller choisir les véhicules qui ont le plus d'impact d'un point de vue ISR.
D'accord. Nicolas, peut-être éventuellement un mot sur les éléments de performance. Alors, ce sont des éléments de performance dites fictives, mais qui sont relativement fiables et donc qui rendent compte justement dans la variation de la performance depuis le début de l'année. Donc, est-ce que tu aurais éventuellement un commentaire à faire là-dessus? Oui, bien sûr. Rappelez-vous que, ces portefeuilles ne sont pas benchmarkés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de benchmark, il n'y a pas d'indicateur de référence pour se comparer. C'est pour ça qu'on parle de performance absolue ici. Rappelez-vous également de 2 choses, c'est que ces portefeuilles sont construits avec 2 éléments dans la structure de l'allocation du portefeuille. Un, les vues de LBPAM, c'est-à-dire nos prévisions sur les marchés. 2, un budget de risque qui va nous permettre de, fabriquer l'allocation de chaque portefeuille quel que soit son profil de risque. Vous voyez qu'on a un profil prudent, un profil modéré, équilibré, dynamique et audacieux. Ils sont classés d'un point de vue hiérarchique du point de vue des risques. Ces portefeuilles, vous voyez qu'ils ont une performance positive depuis le début de l'année. Le portefeuille le plus prudent a une performance proche de plus 3% et le portefeuille le plus risqué a une performance proche de 5,5%. C'est des performances qui sont légèrement inférieures à ce qu'on peut retrouver sur les différents marchés des actions, mais vous l'avez compris, on n'est pas un fonds action et nous avons eu une approche assez prudente au cours des dernières semaines et des derniers mois. C'est ce qui fait que nous n'avons pas complètement accroché la hausse du marché des actions, mais au final, la performance absolue est pour l'instant assez significative, même si nous sommes qu'à moitié d'année. D'accord. Nicolas, peut-être un dernier mot sur à la fois votre scénario central, donc celui-ci reste relativement inchangé. Peux-tu simplement nous rappeler en fait les différents éléments de ce scénario et puis surtout nous indiquer éventuellement quels sont les indicateurs que vous allez surveiller de près justement dans le cadre de cette allocation dans les portefeuilles conseillés pour les semaines à venir? Alors, comme tu l'as dit, nous avons un scénario central et j'en touchais un mot tout à l'heure. Ce scénario central, c'est d'être plutôt défensif sur les actions avec une sélectivité du point de vue géographique et également d'avoir apporté un peu plus de sélectivité, de réduire un petit peu notre allocation sur le crédit. C'est notre scénario central, ça veut dire c'est le scénario le plus probable selon nous, en fonction de toutes les analyses que nous avons faites. À côté de ce scénario central, je le rappelle, ce n'est pas le seul scénario central, ce n'est pas le seul scénario, il y a ce scénario central et de chaque côté de ce scénario central, il y a 2 scénarios alternatifs. Un scénario qui est beaucoup plus positif que celui qu'on entrevoit, un scénario beaucoup plus négatif que celui qu'on entrevoit. Le cœur du portefeuille matérialise notre scénario central et on essaye de construire un peu plus finement quand on choisit les UC, de telle sorte que on puisse éventuellement satisfaire le scénario positif si le marché va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin positivement que ce qu'on pense, si au contraire le marché devait corriger beaucoup plus fortement que ce que l'on pense sur certains segments. Ce scénario central étant bâti, maintenant, ça veut dire qu'en cours de mois, entre nos différents comités d'investissement, on regarde un certain nombre de choses. On va continuer naturellement de monitorer l'inflation. J'en parlais tout à l'heure, ça fait plusieurs mois que ça nous occupe. Ça va encore nous occuper un certain nombre de mois puisque cette inflation qui est plus ou moins collante par endroit, l'inflation cœur baisse, mais elle baisse pas aussi vite que ce qu'on pourrait voir. Ça amène tout simplement les banquiers centraux à être toujours très actifs, très réactifs. Et on l'a vu encore par endroits. Je parlais tout à l'heure de la Banque centrale du Canada, la Banque centrale d'Australie qui avait fait preuve de surprise en remontant les taux alors que les investisseurs pensaient qu'ils allaient faire une pause. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde au jour le jour. Également, dans quelques jours maintenant, va recommencer la saison de résultats des entreprises. Dès fin juin, on va voir les premiers résultats arriver du côté des États-Unis. Ça, c'est quelque chose qu'on continue de monitorer, de savoir comment les entreprises vont pouvoir faire passer ces hausses de coûts et est-ce que ça va se retrouver dans le bénéfice des entreprises. Après, il y a le contexte politique, géopolitique. C'est des choses sur lesquelles il est parfois très complexe de faire des prévisions. Parce que faire une prévision sur une guerre, c'est pas toujours très simple, notamment sur des questions de timing, mais c'est des choses qu'on suit naturellement de telle sorte que ça nous permet de modifier les positions du portefeuille, de savoir si les choses s'arrangent, ça nous permet d'ajouter un peu plus de risque, d'appuyer sur l'accélérateur du risque. Au contraire, si les choses devaient se passer un peu moins bien que ce qu'on entrevoit, de diminuer le risque des portefeuilles. Entendu, Nicolas. Un énorme merci à toi. Merci justement pour cet éclairage, pour ces éléments d'information qui ont été très précis et synthétiques. Nous vous donnons rendez-vous, chers clients, pour une nouvelle session le mois prochain afin d'envisager justement quelles ont été les nouveautés, les ajustements qui ont été opérés justement dans ces portefeuilles conseillés que nous vous mettons à disposition.
Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.